Bonsoir à tous, bienvenue. Un rendez-vous maritime ce mardi soir puisque nous avons l'immense honneur de vous parler du large de l'île de Ngor ce soir avec le faux génie de l'île qui nous fait le plaisir de nous accueillir. Bonsoir Abdoulaye Diallo. Bonsoir Ousmane, bonsoir à toute l'équipe d'ITV. Merci d'être venu nous rendre visite. Je dis bien nous parce que vous rendez visite à l'île de Ngor, à ces génies. C'était important de vous surprendre un peu dans votre antre. C'est toujours un plaisir. Vous savez, nous sommes après tout des Sénégalais, même si nous vivons un petit peu hors du continent. Donc toujours habités comme tout le monde par cette légendaire hospitalité qu'est la Teranga. C'est toujours un immense plaisir que de recevoir d'autres. Artiste peintre Abdoulaye Diallo, merci donc de nous recevoir sur votre bateau. L'île à vous, dont vous êtes l'indiscutable génie, vous ne risquez pas de provoquer la colère du vrai génie? Vrai génie, faux génie, génie, il y a des esprits qu'on appelle les génies, mais ils resteront toujours les maîtres des lieux. Maintenant que cela... Et où s'arrête leur prérogative? Il n'y en a pas, il n'y a pas de limite. Ils font ce qu'ils veulent, quand ils le veulent et comme ils le veulent. Il faut les respecter tout simplement pour être leur ami. Et j'essaie tant que faire se peut de me coller à ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut faire pour rester en harmonie avec eux. Plaisir donc de vous recevoir ce soir pour un spécial art et digital. Quelques repères biographiques pour mieux vous présenter Abdoulaye Diallo. Les téléspectateurs seront surpris d'apprendre qu'à l'origine, vous êtes ingénieur des télécommunications, Abdoulaye Diallo. Vous avez été formé à l'École centrale d'électronique de Paris. Votre premier emploi, planeur stratégique chez ITT, l'International Telephone and Telegraph, la plus grande multinationale américaine un temps au monde avec plusieurs filiales en Europe à l'époque, 8 ans de présence en France. Retour au Sénégal en juillet 1978 comme directeur technique de la compagnie africaine pour le développement de l'informatique. En 1979, Abdoulaye Diallo, vous créez la première société privée de télécommunications avec un capital 100% sénégalais. Oui. À l'époque, les télécoms, j'imagine que c'était un autre paysage. Oui, disons que on sortait tout juste en fait d'une très grande crise. À l'époque, il y avait deux organisations. Il y avait ce qu'on appelait le Télé-Sénégal qui gérait la partie internationale des télécommunications et l'OPT qui gérait et les postes et le secteur national des télécommunications. Il était incompréhensible qu'à l'époque, on enregistra beaucoup de pertes au niveau de l'OPT. Donc il fallait être un petit peu provocateur pour pousser l'autorité à organiser des journées de réflexion en 81 qui ont vu la naissance de la Sonatel en 1985. Oui, la Sonatel, l'opérateur historique. Après les télécoms, Abdoulaye Diallo, l'écriture à partir de 2008. Feu Maître Babacar Niang, votre beau-père, alors homme politique et avocat, déniche chez vous des talents d'écrivain. C'est ainsi que vous initiez une petite chronique dénommée « Changer de regard dans la presse » qui paraissait notamment dans le quotidien L'Observateur. Votre dernière chronique, Sénégal 2012, le temps du peuple prophétisé, l'arrivée à la tête de l'État du Sénégal d'un homme politique né après les indépendances, et je pense qu'on y est. On vous doit La fille du volcan. La fille du volcan, un ouvrage qui traite de l'histoire du passé et du présent de l'île qui nous accueille ce soir. Écriture qui vous a été inspirée par France Gall, feu France Gall, la grande chanteuse française donc décédée. L'écriture inspirée aussi par notre confrère français Yann Arthus Bertrand. Une première question, Abdoulaye Diallo. Qu'est-ce que le digital change dans le quotidien de l'artiste peintre que vous êtes? Disons que le digital facilite au moins une chose, ça m'offre énormément de visibilité sans quitter mon écran. Tous les soirs, j'ai pour habitude de prendre en photo la réalisation du jour. J'utilise les réseaux sociaux pour atteindre une très 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 large population. Par les réseaux comme Instagram, j'ai réussi à atteindre au minimum 45 000 personnes tous les soirs. Et par Facebook, à peu près 29 000 personnes compte tenu des autres réseaux comme Twitter et autres. Votre chance est d'être quelqu'un du monde d'abord des télécoms, de la tech. C'est votre chance? C'est une chance? Une chance, oui et non. Disons qu'aujourd'hui, la modernité a atteint tous les niveaux. On est paysan, on est moderne, on est dans le digital.
On est tout simplement rural, où que l'on puisse être sur cette terre avec le money banking. C'est possible de se refuser à la modernité aujourd'hui? Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. La chose a atteint une dimension telle qu'on l'a subie. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul Sénégalais, soit-il marabout, rural ou urbain, qui ne passe sa vie à effleurer un petit appareil pour accéder à des réseaux, accéder à l'information ou pour y aller déposer quelque chose que d'autres vont visiter à travers le monde. Abdoulaye Diallo, peintre, artiste peintre, le génie. Nous allons donc poursuivre le reste de cette interview sur la terre ferme, donc la suite dans quelques instants. Je rappelle que le peintre Abdoulaye Diallo, l'artiste peintre, nous fait le plaisir de nous recevoir ce soir sur son île, ici même à Ngor, à Dakar. Nous sommes entourés par la mer, c'est pourquoi d'ailleurs on parle d'île et non de presqu'île. Aujourd'hui, Abdoulaye Diallo, on a l'impression que certes des artistes comme vous sont dans le digital, mais sont un peu à la surface du digital. Autrement dit, est-ce que vous avez exploité toute cette ampleur d'opportunités que vous offre la révolution en cours? Disons que je fais partie de ceux qui sont à la surface du digital, parce que je ne l'utilise comme moyen pour marketer. Que ça? Que ça. D'autres sont réellement dans l'art digital. Ceux-là ont choisi. Oui, on parle même de peinture digitale. Voilà, ceux-là l'utilisent comme moyen de développer leur sens artistique. Ce sont ceux-là qui sont dans le digital. Je suis à la surface. Donc quand on est à la surface, c'est assumé, c'est voulu. Je l'assume. Oui, mais sauf qu'il y a la technologie 3D, il y a la réalité augmentée. Vous n'y êtes pas ou vous n'y êtes pas encore? J'avoue sincèrement que je suis de ceux-là qui préfèrent garder un petit peu mon retard. Je pense que ce retard est quelque part salutaire. Pourquoi? Salutaire. Mais c'est très simple parce qu'en réalité, vous savez, je le dis depuis plusieurs années maintenant, depuis plus de 2 décennies, l'homme a installé cette terre d'ire de l'accélération simultanée. On ne peut pas avoir une évolution, des changements qui suivent une trajectoire exponentielle. Nous, humains, étant sur une trajectoire linéaire, il y aura tout le temps une dissymétrie entre ces deux types de trajectoires. En français facile, cela signifie que nous, hommes, nous ne serons jamais suffisamment reconfigurés pour suivre le rythme de ce changement-là. Et quand je dis que nous, hommes, nous ne serons jamais reconfigurés pour suivre, ça veut dire qu'aucune somme d'hommes, donc aucun gouvernement, aucune nation au monde ne sera suffisamment reconfigurée pour suivre le rythme du changement. Autrement dit, pour mettre une image, comme on est à la télé, pour mettre une image à Abdoulaye Diallo, l'emprunteur, entre guillemets, de l'avion est aujourd'hui nostalgique de la charrette? Pas forcément, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. L'avion est une chose, la charrette était autre chose. Je dis, quand je dis que nous ne pouvons pas suivre le rythme du changement, c'est-à-dire que nous ne serons jamais capables de créer les amortisseurs sociétaux nécessaires qui nous permettraient demain de tirer le meilleur profit de cette évolution, et comment tout en atteignant ces effets pervers. De la tech? Mais c'est très simple. C'est aujourd'hui se poser. Comme disait Marie Curie, la science est une chose, il ne faut pas la craindre, il faut essayer de la comprendre. Essayons de comprendre plus précisément ce que Gordon Moore nous a proposé. Le jour où on aura compris cette chose, Gordon Moore, la loi Moore. Oui. Essayons de comprendre cet effet Moore, voir son impact sur les 4 forces qui commandent ce monde-là, qui s'appelle la mondialisation par la loi du marché, qui n'est intéressée que par le marché et non par l'humain et le monde qu'il a créé. Voir l'impact de la loi Moore sur le changement climatique, il y a N solutions qui sont proposées dans ce fameux réservoir destiné au changement climatique et qui ne sont pas utilisées parce qu'impactant négativement sur le marché dans un autre sens. Voir l'impact de la loi Moore sur l'intelligence artificielle. Quand on en arrive à confondre le cerveau humain en un ordinateur ou l'ordinateur en un cerveau, ça devient grave. Quand on en arrive à penser pouvoir, à la limite,
comment on dit, couper la tête d'un individu pour lui substituer une autre tête en utilisant l'intelligence artificielle, ça devient grave. Maintenant, il y a les phénomènes liés à la technologie. Certains sont magnifiques. Quand on sait opérer quelqu'un à distance, on est tous heureux. Quand on sait multiplier en diminuant la pénibilité du travail, c'est extrêmement fort. Quand on arrive à régler des problèmes environnementaux en jouant sur médicaux, en jouant l'Internet des objets, oui. C'est extrêmement fort tout cela. Mais de l'autre côté, nous ne pensons pas aux conséquences. Ces conséquences, c'est la multiplication du nombre de chômeurs, c'est la multiplication du nombre de déflatés, c'est les violences climatiques. J'ai appris ce matin par les réseaux sociaux qu'en Amazonie, il y avait un feu qui avait ravagé tout le monde. Bon, toutes ces conséquences-là sont dues à ce que nous nous interdisons de regarder sous prétexte d'une certaine évolution ou d'une certaine vitesse. Vous êtes un artiste peintre inquiet aujourd'hui? Pas du tout. Je n'ai jamais peur, moi. Je ne connais pas la peur. Mais peur pour les autres? Je ne me pose des questions pour ceux qui vont être là derrière nous. Ce qui est grave, ce n'est pas des conséquences négatives. Mais il ne faudrait pas que nous, adultes, nous, vieillards, nous pensons notre vie à reporter sur les générations à venir le coup de nos turpitudes. On manquerait de prospective? Non, on est toujours dans la bonne prospective. Mais quand on ne travaille que par rapport à la loi du marché, on oublie l'humain. Oublier l'humain, c'est continuer à faire pour nous faire plaisir, mais ces turpitudes qui vont en être seront demain le fait, ou à la limite d'autres auront à le régler. Ces autres-là sont tes enfants, tes petits-enfants de demain. Ce n'est pas juste. Il ne faut pas qu'on continue à faire des bêtises pour dire à l'autre qui n'est pas encore là, au lieu de lui préparer un confort ou lui offrir un confort, lui laisser en fait des problèmes en lui disant que demain tu y penseras et tu essaieras de trouver solution. Ce n'est pas juste, tout simplement. Abdoulaye Diallo, nous allons toujours rester dans le monde des écrans, dans le monde des robots, dans le monde des applications. Moi, je suis un peu surpris personnellement d'être venu chez vous et de n'avoir pas, par exemple, trouvé une application qui relaie le travail d'Abdoulaye Diallo, une application qui permet, par exemple, à distance, pour quelqu'un qui est dans les régions du Sénégal, pour quelqu'un qui est ailleurs en Amérique, en Asie, de pouvoir visiter vos œuvres sans pour autant faire le déplacement ici même, comme nous l'avons fait. Oh, ben vous savez, je n'ai plus besoin de faire cet effort. Vous rentrez dans YouTube, vous savez tout de moi. Oui, mais il y a par exemple une technologie dédiée qui permet de décrocher des œuvres, de déplacer des œuvres. Dans les galeries virtuelles, en fonction des performances des différentes galeries virtuelles, on peut. Mais c'est toujours dit galerie virtuelle. Oui. Donc, l'émotion que la machine ne peut pas offrir est essentielle quand on va vers un objet d'art. Ces grands collectionneurs qui ont la chance de passer par des galeries virtuelles, de voir dans YouTube, de voir dans les réseaux sociaux et qui apprécient les œuvres, achètent des billets d'avion très chers pour venir visiter le travail de ce jeune artiste-là. Et quand ils arrivent, je me plais tout le temps en me mettant au niveau de ma mezzanine, faire comme si je n'étais pas dans la maison pour voir la réaction des uns et des autres. Mais quand ils ouvrent cette porte et que j'entends « Waouh !» mais je me dis, aujourd'hui je suis bien parce que j'ai offert du bonheur à quelqu'un d'autre. Ce cri de joie, c'est un bonheur qu'on offre à quelqu'un. Il est important que les uns et les autres se déplacent pour venir voir ce que nous faisons. Est-ce qu'on s'étonne d'ailleurs comme on s'étonnait avant à l'heure de la technologie? Encore beaucoup plus. Parce qu'en réalité, la technologie, ces réseaux, comme on dit, vous préparent à quelque chose. Vous vous dites, c'est beau. C'est un prolongement. Voilà, c'est beau, c'est magnifique. Mais il y a toujours quelque chose que cette technologie ne vous offrira pas. C'est-à-dire l'œuvre elle-même. Ce qu'elle va vous adresser comme message quand vous serez devant elle. Ce qu'elle va vous dire. Imaginez-vous, vous voyez une belle fille en photo, dans une revue ou dans les réseaux sociaux. Elle peut, selon l'angle de tir du photographe, paraître grande ou petite, ou un petit peu rombière ou normale. Vous voyez cette photo, vous allez réagir. Vous l'avez devant vous, là, vous êtes waouh! Vous l'avez dans une tenue assez particulière, vous vous mettrez à rêver encore un petit peu plus. Une œuvre d'art, c'est pareil. Oui. Une œuvre d'art, vous la voyez en photo, vous pouvez dire, c'est magnifique. Mais quand vous l'avez en face de vous, l'émotion que cela suscite chez quelqu'un, seul ce quelqu'un à un instant T précis
peut vous décrire exactement son intensité. Quand vous voyez quelqu'un venir devant une de vos œuvres, verser des larmes, courir dans votre écrin pour vous voir, vous serrez la main, la chair de poule, vous ressentez quelque chose et vous vous dites, écoutez, je n'ai pas le droit d'arrêter, il faut que je continue à offrir du bonheur à l'humanité. Est-ce que vous ressentez les conséquences ou disons les incidences économiques au sens amélioratif, au sens positif, les incidences économiques de cette révolution digitale? Autrement dit, est-ce que vous, Abdoulaye Diallo, sur cette île de Ngor-là, vous arrivez à conquérir les marchés? Disons que les conséquences économiques ou les avantages que cela provoque, j'ai des partenaires, je ne citerai pas leur nom, Oui. qui affichent devant leurs usines Go to Digital or Go Home. C'est clair que d'ici 10 ans, si les choses continuent à ce rythme, celui qui ne s'inscrit pas dans le digital sera considéré comme un has-been. S'adapter ou périr? Mais c'est clair, d'un certain point de vue. Et c'est compris comme ça par tout le monde, selon vous? Mais je le pense. On s'y refuse par moment, mais on le comprendra encore un petit peu plus dans moins de 10 ans, quand Internet sera remplacé par quelque chose d'autre. Aujourd'hui, de manière directe ou indirecte, on le sent, même chez les hommes politiques. On a plus de provocateurs d'émotions collectives que d'hommes politiques, parce que la politique est quasiment gérée aujourd'hui par les données, par la data. Le big data. Le big data. Donc aujourd'hui, ce sont les émotions. On essaie de capter une population en jouant sur leurs émotions. Et ça mène à du n'importe quoi, parce que des fois, des contre-vérités peuvent permettre à quelqu'un d'avoir une célébrité, avoir un certain rang dit d'homme politique, entre guillemets, alors qu'en réalité, il est epsilon, parce qu'il a passé sa vie à raconter des histoires. Mais ce sont ces histoires qui intéressent une population. On ira sous peu, on vivra une situation comme celle que nous connaissons dans certains pays, où les présidents auront du mal à vivre plus d'un mandat. Parce que tout simplement, les gros problèmes politiques de demain... On prophétise même la disparition des présidents des États dirigés par des machines, comme par exemple des plaidoiries assurées par des robots. Mais je dois dire que les chefs d'État, comme les ingénieurs, comme les médecins, ne sont que des hommes. Si on peut dire qu'entre 2036 et 2050, un certain nombre de métiers vont disparaître, oui, parce que tout simplement le digital va se substituer, on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Aujourd'hui, on sait que dans l'industrie, la machine a pris la place de l'homme. Dans la médecine, la machine a très fortement pris la place de l'homme. La disparition de l'homme? Pas non. Moi, je ne crois pas à ce que ces techno-humanistes disent en disant que l'homo sapiens va perdre un petit peu de sa pertinence. Je n'y crois pas. L'homo sapiens ne peut pas perdre de sa pertinence parce que jamais l'homme ne sera capable de faire ce que seul le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, sait faire, c'est-à-dire un homme. On ne le pense pas de la même manière, on ne le conçoit pas de la même manière. Ce que l'homme fait a des limites. Il arrivera à un moment où la technologie elle-même arrêtera la technologie. Parce qu'on arrivera à un point qu'on ne saura pas dépasser. Et ce sera l'extinction du soleil? Mais pas du tout. Là, on est dans des domaines totalement différents. Le domaine de la divinité et le domaine de l'homme, la technique, elle est banale. Elle n'est banale, ce n'est que de la réflexion. Qu'elle soit poussée ou qu'elle produise des choses spectaculaires, elle ne reste que le fait de l'homme. Oui, mais justement, le fait de l'homme qui semble de plus en plus échapper à son contrôle. Vous avez suivi en même temps que moi, sûrement, cette sortie désespérante en même temps du fondateur d'Internet, qui en appelle à plus de raison et de responsabilité. Quand, par exemple, la technologie devient une sorte de monstre de Frankenstein qui se retourne contre son créateur. Mais ça, en réalité, je trouve que c'est une forme de lâcheté. Parce que, encore une fois... Une fuite de responsabilité? Plus qu'une fuite de responsabilité. Moi, une déclaration comme ça, je la condamne. Parce que celui qui a été à la base de ça, je vous dis une chose, Internet avec Bill Gates, c'est son problème. Quand Steve Jobs, avec l'avènement de l'iPhone, a trouvé ce qu'il a trouvé, il savait déjà, parce qu'il avait échangé avec Gordon Moore, qui avait suggéré que l'on multiplie ces puissances des ordinateurs par 2 tous les 2 ans. On n'a pas besoin de sortir de je ne sais où pour comprendre que multiplier 2 à intervalles réguliers,
ça fait en mathématiques un 2 à la puissance n, donc c'est une exponentielle. On n'a pas besoin de sortir des cuisses de Jupiter pour savoir que l'homme a une trajectoire linéaire. On n'a pas besoin d'être un bon mathématicien pour comprendre que forcément il y aura une distance qui va grossissant et que jamais nous ne pourrons atténuer les effets pervers de cette distance-là. C'est très simple. Vous êtes coincé aujourd'hui, entre guillemets, Abdoulaye Diallo, entre deux infinis bleus, l'infini céleste, le ciel qui nous surplombe, et l'infini marin. Est-ce que c'est un piège ou ça ouvre à plus d'inspiration pour l'artiste que vous êtes? Vous savez, je vous l'ai toujours dit, moi je suis un croyant et je suis un musulman. Oui. Ma base de réflexion reste le Coran et demeurera le Coran ad vitam aeternam. Ce qui est dit dans ce Coran m'a été raconté par Cheikh Abdul Qadir Jilani dans le secret des secrets. Comme vous dites, le céleste, cet infini bleu, mais aussi la terre. Ces trois qui contiennent les secrets qui font la vie. Ceci a été raconté par un autre qui s'appelle Ibn Arabi. Oui. Quand il nous enseigne ces trois lettres circulaires qui sont le waw, le mim et le noun. Maintenant, je suis heureux quand dans cet infini, entre cet infini-là et cet autre infini, je trouve mon petit lieu de prière juste derrière moi, oui, où de temps en temps je viens réellement oublier un petit peu ce qu'on appelle la science pour me consacrer à ce qui est essentiel, c'est-à-dire la possibilité d'être assez proche de celui qui m'a créé. Le très spirituel Abdoulaye Diallo est l'invité spécial, pour beaucoup de raisons, spécial de ITEC de ce soir sur ITV. Abdoulaye Diallo, vous êtes très spirituel. On va conclure sûrement sur le marché de l'art. Ce que nous allons faire sûrement avec votre autorisation, évidemment, c'est une descente dans votre galerie, une maison que vous avez transformée en galerie, ici même sur l'île de Ngor. Et dans cette galerie, nous allons donc conclure cette interview sur le marché de l'art, mais également sur la grosse contradiction chez vous. Je le dis comme ça en suscitant volontairement votre curiosité. Donc nous allons tout de suite retourner un peu dans votre galerie pour conclure ce numéro spécial ici même sur l'île de Ngor. Nous voici donc, Abdoulaye Diallo, dans votre galerie, mais je découvre plutôt que c'est un atelier. C'est donc d'ici que l'artiste peintre travaille, c'est d'ici qu'il parle au monde. Mais c'est exactement mon écrin. Je n'aime pas trop le terme galerie parce qu'une galerie est censée organiser des ventes et vendre. Ici, je peins et j'expose mes œuvres le temps qu'elles partent d'ici pour justement des galeries ou des musées. Oui, on voit d'ailleurs Joe Wakam, n'est-ce pas, figé sur cette œuvre. Mais disons que c'est un hommage que j'ai voulu aussi rendre à Joe en traitant de la 5e conscience historique qui parle en fait des attentes et des promesses de la science. Donc cette œuvre qui s'intitule Les robots mimétiques, pendant un moment et un soir, j'ai en rêve vu Joe Wakam. C'est comme s'il devait intervenir, c'est comme s'il devait faire lui-même l'exposé du récit. Il y a dans cette œuvre. Donc du coup, le lendemain, quand je suis arrivé, j'avais un petit peu avancé dans l'élaboration. Je me suis dit, tiens, ce contenu sera complet quand je mettrai Joe là-dessus. Vous connaissiez bien? Je ne le connaissais pas très très bien. J'avoue sincèrement que dans ma vie, je ne l'ai rencontré pas plus de 5 fois. Devrais-je même dire que 2 fois. La première fois, c'était parce qu'il m'avait demandé de lui remettre un des livres que j'avais fait en hommage à mon beau-père, Feu Maître Babacar Niang. La fille du volcan? Non, c'était La face cachée de notre démocratie, 50 années d'histoire politique du Sénégal, de 1957 à 2007. Vous vous essayez donc à la politique en dehors de la chronique? Non, disons que je rendais hommage à Feu, mon beau-père. Il était homme politique et avocat. Donc je me suis plus consacré à l'homme, voilà, à l'homme comme père, à l'homme comme musulman, mais à l'homme comme aussi politique. Et dans ce que j'ai raconté un petit peu ce que lui me disait
pendant au moins les 30 années que j'ai vécu avec lui. Ça a été la plus belle des universités que j'ai eues dans ma vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant un moment de ma vie, j'avais beaucoup de regrets au départ de mon père parce que j'estimais ne lui avoir pas consacré assez de temps. Je me suis tourné vers mon beau-père qui venait d'être atteint de cécité et volontairement, tout à fait cessante, j'avais décidé de me faire son bâton de vieillesse. Mais en réalité, pendant ces 10 années où j'ai servi comme bâton de vieillesse de feu Maître Babacar Niang, j'ai eu les plus belles leçons politiques de ma vie, parce que tous les jours, je lui faisais un certain nombre de lectures et lui faisait ce qui était essentiel, c'est-à-dire le commentaire. Le temps avance très vite, Abdoulaye Diallo. Est-ce qu'on pourrait parler un peu du marché de l'art? Je reprends la question classique. Est-ce que l'art fait vivre son homme au Sénégal, vous concernant principalement? Le marché de l'art, en fait, quand on me pose la question de savoir est-ce que l'art fait vivre son homme, je dis que oui. 2018 a généré quelque chose comme 18 milliards de dollars en vente aux enchères, compte non tenu pour l'Afrique, pour le monde. Le monde. Et l'Afrique, malheureusement, il n'y a pas eu un seul pays africain qui a pu capter une partie de ces 18 milliards de dollars. Il y a que si on gère l'économie muséale, il s'est construit en moins de 20 ans plus de musées qui s'en est construit durant tout le 19e siècle et durant tout le 20e siècle. Et un musée de stature internationale, c'est un musée qui sait avaler l'équivalent de 4000 œuvres. Alors imaginez-vous le nombre de musées d'art contemporain et d'art dit moderne dans le monde et qui ont besoin de 4000 œuvres par an de manière quasi permanente. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne décolle pas côté économie, côté marché de l'art au Sénégal? C'est quoi le problème rapidement? Il n'y a pas de problème. Il faut tout simplement trouver des collectionneurs au Sénégal ou d'autres collectionneurs qui viendraient au Sénégal pour acheter. C'est quoi les chiffres vous concernant, si on peut en parler bien sûr à la télévision? Mais disons que moi j'ai vendu durant ma première année, je jouais, j'ai été acheté par des amis, donc je ne peux pas en faire un tel objectif. Les amis sont passés, la première c'était France Gall, qui a visité l'expo de la première année, oui. France Gall, et qui me dit, écoute Abdoulaye, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi, 6 pièces. Je plaisante en lui disant, tu sais France, je suis très cher, elle me dit, je m'en fous. Je sais que l'artiste peintre que vous êtes n'aime pas ça, mais quel peut être le revenu mensuel d'un artiste peintre comme vous? Je peux parler de mon revenu mensuel en tant qu'ingénieur, de mon revenu mensuel en tant que peintre. J'aurais souhaité que ce revenu soit supérieur. Donc, autrement dit, c'est plutôt les télécommunications qui font vivre. Mais disons que je vis de mon métier d'ingénieur pour l'instant, pas de mon métier de peintre. Oui, donc la peinture, c'est pour se faire du plaisir, pour se prendre à un jeu? Non, c'est une passion, certes, mais une passion qui aujourd'hui me permet de stocker énormément d'argent. Mais donc d'autres artistes peintres n'ont pas la chance que vous avez, autrement dit, tout en s'exerçant avec passion dans une activité, gagner sa vie ailleurs. Un ami me disait un jour que moi j'ai commencé l'art là où les autres arrêtent de faire de l'art. C'est très simple. Entre le garçon qui a 10 ans, a envie de peindre, qui poursuit ses études d'art, qui sort de l'école d'art à 20 ans ou à 21 ans, et qui développe une activité, au bout de 39 ans, il est épuisé. Et ça lui fait 60. Moi, j'ai attendu 60 ans pour me mettre au jardin d'enfants. Donc, je vis encore mon cycle primaire et peut-être le lycée, entre guillemets. Donc, toute l'explication est là. Peut-être. Vous arrivez un peu tard, entre guillemets, dans le monde de l'art, c'était calculé? Bon, mais si on dit qu'il n'y a pas d'âge en art, en réalité, tard ou au bon moment, je ne sais pas, je dis que j'arrive au bon moment. Les quelques secondes qui nous restent, Abdoulaye Diallo, pour ce spécial ITEC sur l'île de Ngor, on va les consacrer, comme je l'avais dit, à cette sorte de contradiction vous concernant, vous caractérisant. Vous êtes philosophe, visiblement, vous êtes très spirituel, vous êtes chroniqueur, vous essayez à la politique. J'ai rappelé en début d'émission vos chroniques qui portait donc sur la politique au Sénégal. Vous êtes artiste peintre, vous êtes ingénieur en télécommunications. De ces Abdoulaye Diallo là au pluriel, quel est le Abdoulaye Diallo qui vous ressemble, qui vous résume, qui vous restitue le mieux? Mais en réalité, celui qui me restitue le mieux, c'est deux Abdoulaye Diallo. Celui qui arrivait le soir chez lui, tombe sur ses petits-enfants qu'il appelle Papi Choco,
Hein? Et Abdoulaye Diallo qui veut rester, qui veut être un bon musulman. Ça reste un objectif. L'objectif pour moi, c'est de demeurer bon musulman. Tout simplement cela, rien d'autre. Et qu'est-ce qu'il faut retenir de vous? Rien, si ce n'est l'homme aux cheveux blancs. Papi Choco pour les petits-enfants, le peintre pour ceux qui parleront du berger de l'île de Ngor, pour le boutiquier du coin, celui qui passe de temps en temps acheter beaucoup de pain et de lui demander de le remettre au premier passant. Nous en arrivons à la fin. Merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous, Abdoulaye Diallo. Merci infiniment Ousmane, merci à toute l'équipe d'ITV, merci à mon oncle qui est resté de l'autre côté. Bon, on ne dira jamais, jamais assez notre satisfaction de recevoir les membres d'une même famille sur cette île de Ngor, qui est réellement une île faite de teranga, une île de paix et une île de grande joie. Je vois que berger de l'île de Ngor, vous êtes très connu, une petite popularité vous concernant qui aurait peut-être fait rêver beaucoup de politiques. Ça vous pousserait un jour à descendre dans l'arène, la fameuse arène? Non, dans l'activisme politique, jamais. J'ai toujours fait de la politique en faisant de la politique de développement. Aujourd'hui, je continue à faire de la politique. J'essaie de faire ce qui peut servir. Mais tous les politiciens aujourd'hui vont se défendre de faire une politique de recul. Mais oui, bon, qu'ils le disent. Mais à ceux qui parlent, je préfère ceux qui agissent. Moi, à l'échelle de l'île de Ngor, nous avons au moins réussi à en faire le quartier le plus propre du Sénégal. Et là, grâce à son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous allons lancer notre programme Zéro Déchet avec naturellement le ministre de l'Urbanisme et de l'Hygiène publique, Monsieur le maire de Ngor. Nous ferons un projet pilote qui va englober 4 zones de la commune en partant de la station Shell jusque sur l'île de Ngor, où nous avons déjà commencé le principe du tri chez l'habitant. Donc ici, on ira jusqu'à la réduction et à l'élimination de certains déchets plastiques. C'est faire de la politique, mais de la politique de développement, de la politique que chaque Sénégalais devrait faire. Parce qu'en réalité, il s'agit de notre confort, il s'agit de notre santé, et pour ce confort et pour cette santé, nous n'avons pas à tout attendre des communes ou de l'État. Merci beaucoup. Merci encore Abdoulaye Diallo pour nous avoir reçus sur votre île dont vous êtes le berger, dont vous êtes le faux génie. Un plaisir de vous avoir reçu ce soir sur ITV. Merci infiniment. Merci pour la visite. Merci pour la promenade en mer. Rendez-vous, très chers amis téléspectateurs, la semaine prochaine.